Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur? Une partie de vous veut réussir, mais une autre procrastine. Ou bien une partie de vous angoisse, alors que l'autre voudrait en finir avec ce comportement. Et là, vous avez beau essayer de régler ça de manière consciente, mais vous y arrivez vraiment pas. Alors, c'est pas un manque de volonté, c'est un conflit de programmation interne. Ce qui est intéressant en hypnose, c'est qu'on dispose d'outils vraiment fascinants pour dialoguer directement avec ces mécanismes inconscients, en utilisant les signaux idéomoteurs et la négociation des parties. Le terme idéomoteur provient du grec idéa, pensée, et du latin moteur, mouvement. Il désigne un mouvement musculaire, involontaire et inconscient, provoqué par une pensée ou une impulsion mentale, sans vraiment que la volonté consciente du consultant n'intervienne. Donc, les signaux idéomoteurs sont des mouvements réflexes, souvent subtils, qui résultent d'une réponse inconsciente, une pensée ou même une image mentale. Ces mouvements peuvent être aussi simples qu'un léger soulèvement d'un doigt, une contraction musculaire ou un changement de posture. Ils prennent naissance dans le cerveau lorsque l'esprit évoque des concepts et ça entraîne finalement une activation musculaire sans que l'individu en ait le contrôle conscient. Pendant une séance d'hypnose, le praticien peut venir installer une ligne de communication avec l'inconscient. Il peut par exemple demander à ce que l'index droit se lève pour dire un oui ou un autre doigt se lève pour une réponse non. Alors, pour qu'on puisse être vraiment dans un échange qui va être intéressant, c'est que ton inconscient puisse nous faire un signe distinctif qui serait la réponse oui. Et s'il est d'accord, j'aimerais qu'il nous fasse un oui maintenant avec un signal très distinctif sur ta main. Parfait. Excellent. Donc, si j'ai bien compris, quand l'inconscient de Lydia va faire le signe oui, il va lever la main vers le haut. Excellent. Parfait. Et maintenant, j'aimerais qu'il fasse un signe distinctif pour un non. Qu'est-ce qu'il va choisir pour le non? Peut-être plus différent parce que ça ressemble beaucoup au oui. Peut-être utiliser un doigt simplement. Excellent. OK. Donc, ça va être ce doigt-là pour le non. Une fois cette ligne de communication bien établie, le praticien peut poser des questions binaires pour localiser un blocage, vérifier l'écologie d'un changement et même valider qu'une transformation a bien eu lieu. C'est un moyen puissant de contourner l'esprit analytique qui a tendance à rationaliser, douter ou même se mentir à lui-même. La négociation des parties, quant à elle, part du postulat que notre psyché n'est pas un bloc monolithique, mais un ensemble composé de multiples parties ou de sous-personnalités. Chacune de ces parties a été créée à un moment de notre vie avec une intention positive, souvent de protection. Par exemple, une partie critique peut vous rabaisser pour vous empêcher de prendre des risques et d'échouer, tout simplement. Le problème survient lorsque deux parties sont en désaccord. Par exemple, un exemple classique, la partie qui veut manger sainement versus la partie qui succombe aux sucreries pour le réconfort. Alors, le praticien devient un médiateur de ces parties afin d'arriver à une entente. Le but est de reconnaître leur intention positive et de négocier de nouveaux comportements qui satisfait tout le monde. Le plus étrange de ce que j'ai remarqué, c'est que certaines de ces parties ne se connaissent même pas entre elles. Puis, parfois, la communication a été simplement court-circuitée.
Donc, il arrive aussi qu'elles ne savent pas toujours que leur action engendre un mal-être chez la personne de manière consciente. J'aimerais savoir ce que la partie Lydia qui gère ce comportement d'anxiété. J'aimerais savoir si cette partie se rend compte que c'est problématique pour l'esprit conscient de Lydia, de ne pas pouvoir vivre sans ces crises de panique, d'angoisse ou d'anxiété. Et elle peut me répondre maintenant, est-ce qu'elle est consciente? Non? Ah, ok. Alors maintenant, anxiété, maintenant que ça donne plus de sens pour toi, des raisons pour lesquelles Lydia aimerait que ça change. Puisque maintenant tu sais pourquoi c'est un problème pour son esprit conscient. Est-ce que tu serais d'accord pour dissocier l'intention positive qui t'a poussé à mettre ce fonctionnement en place du comportement et qui fait en sorte que Lydia faisait des crises de panique, d'angoisse ou à des réactions physiques? Juste séparer l'intention positive et de mettre en place un autre fonctionnement. Et de garder la même intention positive, mais avec un autre comportement. Un comportement qui permettrait à Lydia d'être bien dans sa peau, d'être heureuse. J'aimerais que la partie de Lydia qui gère cette anxiété et cette hypervigilance me donne une réponse par le signal oui si elle est d'accord. Excellent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette approche, c'est pas du tout une invention du nouvel âge, New Age. Ça a des racines profondes dans la psychologie du 20e siècle. Bien qu'il existe peu d'études vraiment cliniques isolées uniquement sur la thérapie des parties, des données solides sur l'hypnose clinique, par contre, existent. Alors, une méta-analyse célèbre menée par le Dr. Alfred A. Barrios, publiée dans Psychotherapy, Theory, Research and Practice en 1970, a comparé le taux de rétablissement sur plusieurs centaines de cas. Les chiffres sont vraiment interpellants. En psychanalyse, on compte 38% de rétablissement après 600 séances. En thérapie comportementale, l'étude révèle 72% de rétablissement après 22 séances. Et sous hypnose, 93% de rétablissement après 6 séances. Alors, j'ai pas inventé les statistiques, je vous laisse tirer vos propres conclusions. De plus, la validation du modèle des parties, nommé IFS en anglais, Internal Family System, a été inscrite en 2015 au NREPP, c'est le National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, aux États-Unis. Il a été reconnu efficace pour l'amélioration de la santé physique, la réduction des phobies, de l'anxiété et de la gestion du stress, et de plein d'autres comportements. Les neurosciences modernes commencent d'ailleurs à expliquer ces phénomènes grâce à l'imagerie cérébrale. Pour comprendre, il faut imaginer le cerveau comme une boîte de vitesse. Au quotidien, c'est comme si on roulait en 5e vitesse. Donc, c'est l'état d'alerte dominé par les ondes bêta, environ de 14 à 30 Hz. C'est ici que réside notre logique et notre analyse critique. Dans cet état, il y a un gardien qui veille, c'est le facteur critique. Et si je vous dis, vous n'avez plus envie de fumer, là, ce gardien-là analyse l'information, il le compare à votre passé, et puis il le rejette. Donc, l'induction hypnotique, ça sert à rétrograder ses vitesses pour contourner ce gardien. Et il y a une étude charnière menée par l'équipe de l'Université de Stanford en 2017 qui a utilisé l'IRMF, qui est l'imagerie médicale, pour filmer les cerveaux sous hypnose. Les recherches similaires aussi ont également été menées à travers plusieurs universités à travers le monde et l'Université de Montréal en fait aussi partie. Les résultats sont vraiment fascinants. Ils ont observé une déconnexion entre le cortex préfrontal dorsolatéral, donc c'est le contrôle exécutif,
et le reste du cerveau. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le cerveau cesse de vérifier scrupuleusement l'information suggérée sous hypnose et elle prend comme si ça correspond à la réalité et le filtre est levé. Donc, la suggestion passe directement. Pendant un cycle de 24 heures, votre cerveau passe d'un état de conscience à un autre en changeant de fréquence. Et la fréquence 13 Hz est la porte d'entrée. C'est un état de concentration calme où le corps finalement se relaxe et l'esprit est clair aussi. Donc, c'est aussi en hypnose légère, mais le travail de reprogrammation profond de l'inconscient nécessite souvent de descendre plus bas dans les zones θ. Alors, pour contourner davantage l'esprit critique. L'imagerie montre aussi que l'hypnose modifie l'activité du cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la gestion des conflits et qui réduit l'activité du réseau par mode de défaut. Donc ça, c'est la petite voix là, qui tourne dans notre tête et qui rumine. Ça vient créer un état neurologique propice à la réassociation des parties en conflit. Le praticien en hypnose, lui, il fait pas de thérapie, pas du tout, mais plutôt de la reprogrammation inconsciente par la suggestion et l'apprentissage. Donc, c'est pas de la magie, c'est vraiment des techniques qui sont appuyées par la science. L'utilisation des signaux idéomoteurs et de la négociation des parties, ça permet de plus imposer un changement par la force, mais de le négocier avec intelligence. Je suis Lucie Goyette, praticienne en hypnose chez Hypnovolt, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.